Merci, bonne conférence. Bonjour, donc je me présente, je suis Adeline de Bassine Non Merci. Et du coup, merci d'avoir applaudi tout le monde parce que c'est des heures et des heures de bénévolat, de la régie G, de bénévoles qui sont depuis plus d'1 an, qui travaillent sur l'événement, mais aussi de bénévoles qui nous ont rejoints il y a 6 mois, 5 mois, 3 mois, et des bénévoles qui ont même rejoint samedi dernier pour monter les chapiteaux, organiser les méga-cantines, servir des repas, des interprètes qui sont venus, des gens qui étaient bilingues mais qui n'avaient jamais interprété, qui ont été formés et qui aujourd'hui font ce superbe taf de pouvoir traduire dans d'autres langues. Donc il y a vraiment un boulot. Ici, tout le monde est principalement bénévole. Et vous êtes venus, vous avez bravé les heures de contrôle policier. Donc un grand bravo qu'on soit tous là aujourd'hui. Quand on a pensé l'événement il y a 1 an, on s'est dit, bon, on va pas faire que les manifestations, on va faire un truc plus grand pour pouvoir se rassembler, se rencontrer, échanger ensemble, se former, et de façon à être plus fort sur toutes les autres luttes. Et on s'était dit, la commune, ça va être l'eau. Et donc, on a invité tous les collectifs qui se battent sur l'eau, qui ont les mêmes valeurs que nous, et qui sont sur une défense de l'environnement, en lien aussi avec toutes les questions paysannes. Et puis petit à petit, quand on s'est rapproché de l'événement, qu'on a vu le contexte politique aussi arriver de plus en plus fort, une montée de l'extrême droite, une banalisation du racisme, on s'est dit on peut pas rester que sur ça. Il faut aussi qu'on élargisse nos valeurs. Et on s'est dit il faut qu'on fasse rentrer toutes les questions de lutte contre le fascisme, de lutte contre le racisme. Et il faut aussi qu'on fasse venir les personnes directement concernées, mais aussi les bénévoles qui travaillent auprès des personnes exilées pour en faire une table ronde. C'est pour ça que vous verrez, il y a plusieurs tables rondes qui ont été rajoutées à partir de 17 h sur toutes ces questions-là. Celle d'aujourd'hui, elle est assez particulière puisqu'elle est vraiment sur le thème unique de l'exil et de l'accueil des exilés et de comment ça se passe. Donc forcément, elle va pas toujours être très réjouissante parce qu'il faut le dire, il y a quand même un accueil vraiment de merde des personnes exilées aujourd'hui en France, par l'État, mais aussi de plus en plus par la population. Et donc c'était important pour nous aujourd'hui d'avoir différentes associations et collectifs pour parler au quotidien de ce qui se passe, au quotidien de ce que les personnes vivent, mais aussi en même temps de donner aussi des pistes de lutte, des gens qui se montent en collectif, qui luttent, qui n'abandonnent pas, et aussi des pistes en lien avec nos questions paysannes et de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un panel assez varié, puisqu'on a Mariana de la coordination des sans-papiers d'Île-de-France, mais on a aussi Idriss et Elodie. On a aussi Idriss et Elodie de A4 qui prendront le temps d'expliquer. On a Guillaume qui parle au nom du collectif RDR Frontières. Et on a Jean-Luc et Anna qui viennent pour parler au nom de Médecins du Monde et du projet dans le Médoc qui se trouve juste à côté d'ici. Je crois qu'on était à plus de 22 lois sur l'immigration dans les dernières années. On en a encore une dernière qui est passée, la loi Darmanin. Et on a eu aussi, on en parle très peu, le pacte migratoire. Le pacte migratoire européen qui redéfinit un peu les façons de passer les frontières, qui remet des frontières en gros, et qui accentue l'enfermement dans les centres de rétention. Donc aujourd'hui, être sans papier, c'est un calvaire, c'était déjà un calvaire les autres années, mais ça s'accentue quoi. On utilise le mot sans-papier, mais je vais laisser Mariana en parler plus, parce qu'en réalité, ces personnes-là, elles ont 10 fois plus de papier que nous, on en a. Et pourtant, elles sont constamment questionnées sur cette question et constamment bloquées. Et donc c'était important pour nous de commencer cette table ronde en donnant la parole à Mariana pour nous expliquer un peu le quotidien des personnes exilées qui n'ont pas de papier. Bonsoir à tous, à tous. On vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, c'est pour mieux expliquer la loi de Darmanin. Parce que ça fait 1 an qu'on est là-dessus.
l'été dernier, on avait dit qu'ils vont voter, ça a poussé, ça a repoussé avec la retraite, ça pousse. Et finalement, ça a passé. C'est pour dire que l'immigration, on dit nous sommes des immigrés. Oui, nous sommes des immigrés, mais ce n'est pas écrit sur nos fronts. Nous sommes des immigrés, nous sommes des sans-papiers. Non, nous ne sommes pas des sans-papiers. Parce que nous sommes tous venus avec un papier ici en France. Soit une carte d'identité, soit un passeport ou un extrait. Qu'on est venu, quand nous ne sommes pas des immigrés ni des sans-papiers, nous sommes des travailleurs. Et la loi a voté contre nous. Soit disant que nous sommes des délinquants, nous sommes des terroristes, nous sommes des vauriens. Mais pourtant l'État sait bien que c'est faux. Nous sommes des travailleurs et travailleuses. Les gens qui passent par la frontière, qui viennent, ils ne viennent pas pour tricher, ils ne viennent pas pour tuer. Ils sont venus ici pour chercher le morceau de pain. Parce que la France a oublié. Comme quoi, le moment qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre, ce sont nos grands-parents qui étaient là. On les utilisait. Et aujourd'hui, on nous dit de rentrer chez nous. Non, ici c'est chez nous aussi. Nous sommes chez nous. C'est pour dire à Macron, Darmanin, Elisa Borne, comment dirais-je, c'est pour leur dire, aujourd'hui, c'est l'immigration qui fait la richesse de la France. Parce que sans nous, les immigrés, c'est nous qui travaillons. C'est nous qui se réveillons à 5 h du matin, 4 h du matin. C'est nous qu'on croise dans les métros, dans les bus. Nous avons des petits bras, mais ce sont des petits bras musclés. C'est avec ça qu'on travaille. Ce n'est pas les maires ou les députés ou le président. Ce n'est pas eux qui font leur ménage. Ce n'est pas eux qui gardent les personnes âgées. Ce n'est pas eux qui gardent les enfants. Ce n'est pas eux qui balayent dans les rues. C'est nous les immigrés. Et nous sommes mal payés. Et on nous critique de plus. On est criminalisés. Nous aujourd'hui, ce qu'on demande à l'État, c'est pour dire à l'État, nous sommes là, c'est ici qu'on travaille, c'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on cotise, c'est ici qu'on reste. Nous sommes là pour demander la régularisation globale de tous les immigrés, de tous les travailleurs de ce pays. Aussi de dire aussi, nous avons besoin de l'aide médicale d'État. On n'a pas besoin de l'aide médicale d'urgence. On n'en a pas besoin. Parce que l'aide médicale d'urgence, ça veut dire les gens qui ont des maladies chroniques qui vont donner l'aide médicale. Et nous, on n'en a pas besoin. Parce que quelqu'un qui a traversé la mer, qui vient ici, il vient avec une maladie. Parce que la mer déjà traversée, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire. Quand on a besoin de l'aide médicale d'État, ça, c'est la première des choses. On a besoin de la régularisation de tous les sans-papiers. C'est la deuxième. La troisième, un toit pour tout le monde. Un toit pour tout le monde. Comme la France dit, ils ne peuvent pas accueillir le misère du monde. Ils vont l'accueillir parce que c'est eux qui vont en Afrique, comment dirais-je, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. C'est eux qui vont chercher. C'est eux qui sont là-bas à gratter. Comme ils sont là-bas à gratter, nous les immigrés aussi, on est là. Nous allons gratter. On va gratter ensemble. C'est donnant. Pour ne pas être loin, moi je fais partie de la CSP 75, la coordination des sans-papiers de Paris. Il y a 3 coordinations
CSP, il y a 19e, il y a 18e, il y a 11e. Nous, chaque vendredi, nous faisons des manifs pour demander la régularisation globale de tous les sans-papiers et de demander aussi d'aller dans les consulats, dans les ambassades, pour en cas, quand on donne un quitter territoire à quelqu'un, de refuser de donner le papier comme quoi que voilà, cette personne, vous voyez, on est venu, on a donné, voilà, il doit partir au pays, de refuser le consul, de refuser de ne pas donner ce retour. C'est pour cela qu'on est sur le terrain. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis sur le terrain. Mes camarades ils sont là, ils vont continuer le reste parce que chacun a son rôle aussi. Merci beaucoup. Un grand merci de ton intervention et aussi d'être venu. Parce que vous imaginez aussi tous les barrages policiers qu'il y a eu. On va présenter comme ça. Et puis après, on aura évidemment un moment de questions, d'échanges, où on pourra aller approfondir aussi ce que fait les collectifs sans-papiers, comment vous vous battez, comment vous vous organisez. Comme tu l'as dit, en fait, le calvaire, il commence déjà sur le voyage, quoi. On a parlé de la Méditerranée, on sait tous que c'est devenu un cimetière. Il y a les passages en Libye, les passages des frontières en Turquie, mais il y a aussi, souvent, on oublie les passages des frontières et l'arrivée en France. Et c'est pour ça que c'était intéressant que Guillaume accepte de venir nous parler de ce qui se met sur une des frontières, celle de Briançon. Bonjour. Ça marche pas. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait la frontière du coup de l'Italie à la France, qui s'est refermée de plus en plus au niveau de la Roya. Quand ça commençait à se refermer, les flux de migration ont commencé à arriver depuis août. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de Briançon, au départ, la population a commencé à se mobiliser, puis sont venus différents groupes solidaires avec différentes dynamiques et une nécessité d'avoir un lieu, parce que le franchissement, c'est quand même de la montagne, c'est quand même des conditions parfois d'enneigement, en tout cas des conditions difficiles. À ce moment-là, il y a eu un lieu qui a été trouvé, qui a été acheté, qui est géré par une SCI. Et du coup, il y a eu une coalition d'associations qui sont venues l'occuper, qui sont tous migrants, qui sont Médecins du Monde, qui sont le Refuge Solidaire. La CIMAD intervient beaucoup aussi, et ECHO. Alors malheureusement, cette coalition au niveau solidaire s'est faite avec des points de clivage qui étaient déjà sous-jacents. Malheureusement, on n'a pas réussi forcément à avancer sur tous ces points de clivage. Malheureusement, le bâtiment avait été acheté par des gens qui sont plutôt des agro-indus et qui ne sont pas des amis. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi une jauge sur ce lieu. Il y a plusieurs étages, mais il n'y a qu'un seul étage qui est utilisé pour l'hébergement. Ça a suscité d'autres points de crispation avec d'autres solidaires. Et le bâtiment a déjà été fermé 2 fois parce que la jauge avait été dépassée. Ce qui avait été dit cette année, c'est que s'il était amené à refermer, il ne rouvrirait pas. C'était en parlant de la jauge. Là, il y a quelques jours, il y a eu un incendie au sein du bâtiment. Alors du coup, il y a eu une évacuation. Pour l'instant, ce bâtiment n'est toujours pas utilisable. Avant ça, il y avait une grosse mobilisation qui était faite pour faire de la coordo, pour être en hors-chapelle, plus du coup sur ce qui nous unit plutôt que par rapport à nos points de divergence. Là, avec cette fermeture, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. C'est une actu de maintenant. En tous les cas, dans ce qui avait été décidé, c'est que des amis en Italie qui sont amenés à voir souvent les personnes que nous, on voit après, mettent en place une ligne de téléphone. Et derrière, on a travaillé beaucoup avec Grenoble au niveau des différentes structures qui existaient, à savoir que les terrasses solidaires, c'est un bâtiment qui a été créé avec une intention que les personnes qui y passent soient sur un temps de répit de 2 à 3 jours, où ils peuvent se reposer, où ils peuvent manger, et après ils sont amenés à la gare pour ceux qui n'ont pas de plan, arriver à Gap ou à Briançon, ou à Grenoble. Et alors du coup, sur cette arrivée à Gap, il y a des amis qui vont être là dans la semaine, qui ne vont pas tarder à arriver. Sur la visibilisation qu'on a voulu faire cette année au niveau de la Grande Maraude,
Cédric Héroux, la première intervention qu'il a eue, c'est de dire malheureusement, il n'y a pas assez de visibilité, il n'y avait pas de médias à ce moment-là. Il y a aussi une maltraitance institutionnelle, ou en tous les cas des dérives institutionnelles qui parfois amènent à ce que la personne ne soit pas considérée à part entière. Nous, on avance plutôt sur une dynamique comme les accorderies, à savoir qu'à partir du moment où la personne est en capacité de faire des démonstrations en termes de compétences ou de ce qu'elle a envie de faire et qu'elle réussit à exprimer des besoins et elle interagit avec un terreau social, là, elle est déjà beaucoup plus safe que juste à avoir passé une ligne qui, en soi, n'est pas matérialisée totalement. Et voilà, l'avancée, elle se fait sur cette dynamique, sur du pousser plus loin, sur Cuisine du Monde qui permet, sans que les personnes aient déjà des papiers, de les incorporer parce que c'est connu comme un centre de formation et que ça permet de passer le CAP cuisine en 1 an. Donc du coup, ça aide pour avoir des papiers. On intervient avec des dynamiques comme A4. Donc du coup, des personnes qui veulent travailler en agriculture ou en artisanat avec des réseaux agricoles ou artisans. Et voilà la raison d'être ici, de faire du lien. Et voilà. Et on a parlé des frontières, on parle des personnes exilées qui se retrouvent maltraitées par les polices aux frontières, mais aussi par tous les services de l'État. Avoir des rendez-vous en préfecture, c'est juste un calvaire. Et ce qu'on observe de plus en plus, c'est une criminalisation en fait, des personnes qui aident et qui soutiennent. Donc avec de nombreuses arrestations qui ressemblent étrangement à ce qui se passe aussi sur les milieux écologistes où on se bat, sur notamment ce qui s'est passé pour les soulèvements, pour Bassine Non Merci, vu aux dernières manifestations. Par contre, il y a des moments, il y a des endroits où on n'en parle jamais. Et Mariana, tu l'as bien dit, en fait, qui fait partie, qui fait tourner l'économie de la France, eh bien, c'est une grande partie des personnes qui sont en situation irrégulière. Et il y a des zones où on n'en parle pas. Par exemple, qui a construit toutes les infrastructures des JO, des Jeux Olympiques? Eh bien, des Jeux Olympiques, une grande partie, eh bien, c'est des personnes qui travaillaient au noir en situation irrégulière. Qui aide sur les grandes constructions de Paris, même pour ceux qui connaissent Paris, la Grande Halle de Paris, eh bien, une grande partie, c'est des personnes en situation irrégulière. Mais on le voit aussi dans l'agriculture. Et on le voit plus particulièrement sur le milieu viticole. Et Bordeaux, qui est très connu pour son vin, a aussi une face cachée qui est justement une exploitation des saisonniers, qui sont en grande partie des personnes en situation irrégulière. Et c'est pour ça qu'on a fait venir Médecins du Monde pour nous parler de ça. Mais bonjour à tous. Donc Médecins du Monde à Bordeaux, on a ouvert un programme qu'on a appelé Travailleurs-Travailleuses précarisées. Et le programme, il est issu des travailleurs eux-mêmes, parce qu'à Bordeaux, Médecins du Monde ont rencontré ces travailleurs dans les squats et les bidonvilles de la métropole. C'était leur lieu de vie. Et c'est eux qui nous ont alertés sur leurs conditions de travail, l'impact délétère sur leur santé psychique, somatique. Et du coup, on a décidé d'ouvrir un programme. Ça fait 1 an maintenant qu'on l'a ouvert. Et qu'est-ce qu'on a constaté quand on est arrivé? Alors, il faut savoir que dans le Bordelais, les propriétaires viticoles se plaignent d'une pénurie de main-d'œuvre et qu'ils ne peuvent plus recruter de main-d'œuvre française. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils sont très imaginatifs, ils ont organisé une filière de recrutement de main-d'œuvre. Alors, ce n'est pas nouveau parce que l'esclavage, c'était tout à fait ça. Hein. Vous allez chercher les travailleurs en Afrique, vous les amenez en Amérique, ils travaillent dans les exploitations dans le sud des États-Unis. Mais là, on peut le comparer un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déjà l'utilisation des entreprises de prestation de main-d'œuvre agricole. Alors, c'est à 95-98%. Les propriétaires n'embauchent plus directement, mais ils font appel à des sous-traitants qui vont recruter pour eux la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, elle est à 95% étrangère. Pourquoi? Parce que les conditions administratives, les conditions de vie de ces personnes, le fait qu'ils ne possèdent pas la langue, qu'ils ne comprennent pas le système, quand ils arrivent, le système tel qu'il est organisé, de la législation du travail, permet qu'on puisse mieux les exploiter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les prestataires vont embaucher, après un appel d'offres des propriétaires, ils vont embaucher des travailleurs, un certain nombre pour effectuer une tâche dans un temps imparti.
Du coup, c'est souvent le prestataire le moins disant qui est choisi parce que c'est le moins cher. Donc c'est celui qui va donner les conditions de travail les plus dégradées. Et donc on constate donc des contrats de travail saisonniers qui sont des travails qui précarisent beaucoup les travailleurs. Il n'y a pas accès à la médecine du travail. C'est des contrats en CDD. C'est des contrats qui ne sont pas assujettis à la prime de précarité comme un CDD normal. Et c'est des contrats qui précarisent beaucoup les personnes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme travailleurs dans le Bordelais? Déjà, dans les bidonvilles de la métropole bordelaise, il y a des ressortissants d'Europe de l'Est, donc des Bulgares et des Roumains en Rome, qui vivent en bidonville sur la métropole, et tous les jours, ils font le trajet entre le Médoc et leur bidonville. Donc déjà, ils ont le trajet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Médoc, mais c'est un vaste territoire, donc ça fait déjà un trajet d'1 heure le matin, 1 heure le soir et 8 heures de travail. Et ce transport n'est pas pris en charge par les employeurs, bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, au niveau des conditions de travail, donc on a du témoignage direct des travailleurs eux-mêmes qu'on rencontre donc sur la métropole, mais aussi sur le Médoc. Et dans le Médoc, ils vivent aussi dans des bidonvilles, donc bien cachés, parce que le Médoc, donc c'est la vitrine de Bordeaux. C'est les châteaux de luxe, c'est le vin de Bordeaux. Mais sur le territoire, il y a des bidonvilles, il y a des gens qui vivent dans leur voiture au bord de l'estuaire, il y a des gens qui vivent au milieu de la forêt, et ce sont tous des travailleurs étrangers viticoles qui font tourner l'économie du territoire. Au niveau des conditions de travail, qu'est-ce que ça implique, donc la prestation de services, et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est les cadences de travail. Les cadences sont accélérées et il faut finir le travail le plus vite possible. Donc, pas de pause ou peu de pauses ou des pauses réduites. L'exposition aux intempéries ou à la chaleur intense, bon là, cette année, ça a encore été, mais l'année dernière, même avec des températures de 40-42 degrés à Bordeaux, les travailleurs, ils continuaient à travailler. Et en même temps, en corollaire, pas d'accès à l'eau, pas de fourniture d'eau pour les personnes, pas d'accès aux toilettes, bien sûr. Bien sûr, exposition aux produits phytosanitaires avec des troubles qu'on retrouve très souvent, comme des vomissements, des vertiges, des troubles oculaires, des troubles dermato, des troubles respiratoires, etc., etc. Et pas de fourniture d'équipements de protection individuelle. Pas de trousse de secours en cas d'accident, ça arrive souvent que les personnes se blessent. Donc elles se blessent souvent à la main, elles sont dans un contexte agricole, pas d'eau pour se laver les mains après la blessure. Voilà, et j'en passe et des meilleurs. Et la question aussi, c'est qu'en corollaire, ces personnes, elles ont des conditions de vie ultra dégradées, puisque comme je vous ai dit, elles vivent dans des bidonvilles, sans accès à l'eau, sans accès à l'électricité, sans élimination des déchets, ou au milieu de la forêt, ou en bord d'estuaire, donc avec une surexposition au risque professionnel. Quand vous avez été exposé à des pesticides et que vous n'avez pas de douche pour vous laver le soir, que vous ne changez pas de vêtements, qu'on ne vous fournit pas de vêtements professionnels, voilà, vous êtes surexposé. Alors bon, on ne va pas voir là directement l'impact de l'exposition des pesticides sur les personnes. C'est souvent des personnes assez jeunes. Mais voilà, donc peut-être que dans quelques années, on en verra le résultat. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien de plus. Je pense que je répondrai à vos questions. Si Anna veut rajouter un mot. Du coup, on se pose beaucoup la question de ce qu'on mange. Est-ce que justement c'est bio? Est-ce que ça va être bon pour nous? Est-ce que ça ne détruit pas l'environnement? Mais c'est vrai qu'on se pose moins la question de est-ce que ça a été produit éthiquement, quoi. Et la question du vin, c'est vraiment une grosse question là-dessus. Du coup, il y a les vins bio, mais il y a savoir si le vin a été produit éthiquement, c'est très compliqué aujourd'hui. À part si vous connaissez exactement le château, il n'y a pas un logo ou il y a quelque chose qui pourrait nous permettre d'aider à ça. Donc il faut se poser la question aussi, en particulier quand ça vient des vins bordelais,
situation que Médecins du Monde a étudiée. Ouais. Juste pour rajouter, la Gironde est le plus gros consommateur de pesticides, je crois, de France. Le département le plus consommateur de pesticides. Donc depuis qu'on fait ce programme, on achète plus de vin de Bordeaux, déjà, comme ça. Et de Médoc surtout. Et du coup, là, on a parlé en fait des exploitations des personnes qui se retrouvent, mais comme c'est le cas sur les constructions des JO, comme c'est le cas sur les plateformes de livraison, hein, Uber Eats, Deliveroo, là c'est le cas du vidéo, donc des gens qui, parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, parce que je dis bien les bons papiers demandés par l'État en place, le gouvernement en place, parce que si on change de gouvernement, les règles changent, elles se retrouvent à accepter des boulots que personne ne veut faire aujourd'hui. Et c'est bien ça la grosse problématique. Et même quand elles ont des compétences complètement différentes, qu'elles pourraient nous apporter beaucoup, et bien même là, la galère, elle continue et on ne leur facilite pas le boulot. Et c'est là où on voulait faire intervenir ACAT pour nous parler. Ben voilà, Idriss va nous parler au quotidien de ce qui se passe, de ce qu'ils mettent en place, et Elodie qui va le soutenir sur justement comment on soutient. Bonsoir. Bonsoir et merci tout le monde d'être présent ici. Et merci pour le traducteur et merci pour Adeline et l'organisation et merci pour les camarades. Dans ACAT, vraiment, de ce qui se passe, en fait, la difficulté dans le domaine agricole pour les personnes sans papier, c'est énorme. En fait, si je vais les raconter, en fait, je pense que je vais prendre beaucoup plus de temps pour parler plus. Et en fait, je vais parler d'ensemble de trucs qu'on a commencé d'avoir amener des enquêtes dans les domaines agricoles pour les personnes sans papier. Et en fait, il y a énormément de personnes qui ont exploité et où ils n'arrivent pas à parler parce qu'en fait, quand la personne est sans papier, en fait, comme s'il n'existait pas. On ne le compte pas dans le monde, il n'existe pas du tout. Et donc, ce qui fait qu'en fait, la personne elle soit vraiment opprimée, il n'a pas d'existence. À l'agneau, par exemple, moi, j'ai travaillé dans les récoltes de coco pampolé quand je n'ai pas de papier. Et du coup, dans ce domaine-là, le premier jour où j'ai travaillé, le patron il est venu, il a pris toutes les récoltes que j'ai faites, il a balancé par terre, dû me dire en fait, je ne travaille pas bien, il faut que j'apprenne le travail et tout. En fait, même on ne se connaît pas, il n'a pas vu mon travail, juste comme ça. Et ça me fait chier, je suis parti. Du coup, il y a les collègues qui sont venus me voir plus tard, disent en fait, tu es con quoi, mais en fait, il faut continuer, continuer, en fait, c'est comme ça. Comment tu pourras trouver de travail si tu ne continues pas? En fait, c'est quelques jours et ça va partir, c'est tout. C'est quelques jours. Du coup, c'est pour que la personne soit vraiment cassée, qu'il obéisse à tout ce qui se passe et il soit exploité, quoi. Et en fait, il y a cette frein. Du coup, il y a des gens aussi qui ont peur de... En fait, ils ne peuvent pas aller porter plainte. J'ai un exemple aussi d'un camarade qui était poussé par un chariot, qui est tombé, il a cassé son dos. Et elle n'a pas de papiers, donc elle n'a pas pu aller porter plainte. Elle n'a pas pu même parler avec le patron, parce qu'elle voulait garder le travail qu'elle a. Du coup, elle n'a pas de papier aussi, elle a peur d'aller voir la police. Donc, elle a continué le travail, comme ça. Et... au bout de moment, il a trouvé un Français, il s'est marié avec un Français. Et là, maintenant, sa vie, elle va bien. Mais c'est qu'il n'arrive pas à aller... c'est beaucoup de gens comme ça, quoi, qui n'arrivent pas à aller porter plainte, qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils n'ont pas de papier. Et il y a l'autre difficulté aussi des personnes qui ont sans papier dans une installation pour lesquels ils ne peuvent pas s'installer. Pour s'installer, il faut que la personne se forme. Il y a plusieurs formations, il faut qu'ils suivent cette formation. Même si la personne elle voulait installer elle voulait installer pour faire des plantes exotiques. Pour moi, je ne vois pas
pour faire des plantes exotiques, je ne sais pas pourquoi la personne aura besoin de faire des formations ici. En fait, l'exotique, c'est des savoir-faire des autres continents, quoi. Et donc, il n'y aura pas des aides pour cette personne et pas facile à accès aux terres. En fait, c'est plein de difficultés. Je sais pas. Oui, je peux compléter ce que dit Idriss sur en fait, l'association A4, donc c'est Association d'accueil en agriculture et artisanat. Et notre idée, c'est de mettre en lien des paysans, des paysannes et des artisans, des artisanes avec des gens qui ont un parcours migratoire et qui sont avec ou sans papier. Et l'objectif, c'est d'aider ces gens à trouver soit des contrats de travail qui leur permettent de construire un dossier qui permet de faciliter les démarches administratives. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans le groupe local en Anjou. Donc, il y a 5 groupes locaux. A4 est réparti sur 5 groupes locaux. Un en Ile-de-France, un à Lannion, dont vient Idriss, un en Anjou, un à Grenoble et un à Saint-Affrique en Aveyron. Et du coup, nous, sur le territoire en Anjou, dont je peux un peu plus parler, on va revenir au vin, mais ça devient obsessionnel. Il se trouve que ce sont des territoires où quand même il y a des possibilités d'embauche. Et donc tout le travail d'A4, c'est de voir comment on peut mettre en lien des gens qui peuvent travailler dans la vigne, où c'est possible en fait de salarier, parce qu'il y a les moyens financiers pour des paysans, paysannes, vignerons, vigneronnes, de financer un salarié et des saisonniers. L'idée, c'est de voir pour nous, pour A4, comment cette mise en lien, elle se fait dans un rapport d'égal à égal. Et c'est ça sur ce qu'on se focalise, sur l'hospitalité. Et pour nous, c'était important, quand on prépare un protocole d'accueil, de voir comment, d'un côté, on demande aux gens qui accueillent sur leur ferme de prendre du temps pour transmettre leur savoir, pour transmettre ce qui permet à ceux qui sont accueillis d'avoir le plus d'autonomie possible. Mais il nous semblait aussi très important de prendre du temps pour nous mettre dans une position d'apprenant. Et en fait, Idriss l'a dit, s'il vient ici et qu'il n'a pas la capacité agricole qui lui permet de s'installer, pour autant il a des savoirs qui sont énormes, et avec le changement climatique, on a tout à apprendre en fait. On a vraiment beaucoup de choses à partager. Et du coup, ce rapport d'égal à égal, c'est vraiment quelque chose qui nous semble très important. Moi, je dis souvent, quand on me demande est-ce que ça va être possible de trouver un job, est-ce que tu penses que là, on peut trouver des gens qui cherchent du travail, enfin qui cherchent des salariés agricoles? Je dis souvent, les exploitations qui cherchent désespérément de la main-d'œuvre, en fait, elles cherchent des bras, elles ne cherchent pas à accueillir des gens. Et du coup, c'est les exploitations, les fermes qu'on va fuir. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est de mettre en lien des paysans et des paysannes qui n'ont pas spécialement besoin de bras, mais qui ont envie d'accueillir. Et ça, c'est très différent. Et du coup, quand il y a vraiment ce besoin qui est criant, c'est qu'il y a un problème quelque part et que l'accueil, il n'est pas bon, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui n'ont aucun problème pour recruter. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis je voudrais revenir sur ce que Idriss disait sur les difficultés d'installation. Il se trouve que le parcours à l'installation aujourd'hui, pour devenir paysan et paysanne, c'est déjà, voilà, on dit le parcours du combattant à l'installation. Enfin, tu vois, c'est un truc qu'on partage entre nous, de se dire quoi, c'est vraiment, ça devient une mission impossible. L'accès au foncier, il est hyper compliqué. D'obtenir des autorisations d'exploiter quand en face, il y a des gens de la FNSEA qui tiennent à ce que ce soit des parcours très très cadrés et qui favorisent le copinage et en fait des profils qui leur ressemblent. C'est des gens qui sont issus du milieu agricole avec des qualifications qui sont voilà, dans les clous. Et donc du coup des profils comme celui d'Idriss qui veut s'installer, c'est évidemment très très compliqué sans qualification. Donc tout le travail aussi d'A4, ça va être d'accompagner sur la formation pour qu'on arrive à trouver des moyens de qualifier des gens qui sont ultra qualifiés, mais en tout cas de leur trouver des moyens de rentrer dans ces parcours pour être aidés, parce qu'en fait c'est
non seulement des aides à l'installation au démarrage, mais c'est aussi des aides tout au long de l'installation et du parcours de paysan-paysanne. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter un truc, Idriss. Oui, c'est que je vais rajouter encore, en fait, la situation de quand on parle de les personnes sans papier, quand il aura ses papiers, en fait, il va avoir ses papiers sur le coup salarié parce qu'il y a... En fait, nous, en tant que sans-papiers, pour avoir des papiers, il faut que ce soit dans des métiers en tension. C'est des métiers pour lesquels personne ne voulait le faire, où il n'y a pas beaucoup de gens qui le fassent dans les ménages, dans les bâtiments, BTP. En fait, c'est des travails pour lesquels il faut que tu sois salarié là-dedans. Et en même temps, il faut que tu continues à travailler pour renouveler le titre de séjour. Donc, tu n'auras pas le temps pour te former autrement ou faire ce que tu as envie de faire. Donc, là aussi, ça fait la difficulté d'avoir... Pour se former dans les domaines agricoles, en fait, pour avoir même le BPRA, en fait, la personne, il n'aura pas le temps pour le faire. Parce qu'il faut des aides ou RSA ou, je ne sais pas, un truc pour que la personne continue de faire les formations. Il faut assurer que cette personne-là, il pourra continuer à être salarié pour faire les formations aussi, parce que sinon, il ne peut pas renouveler son titre de séjour. Donc, il ne peut pas de tout. Voilà. Du coup, je voudrais rajouter une... C'est pas pour rajouter la note positive à la fin, parce que le tableau, vous l'avez vu, il est catastrophique, mais pour compléter ce que disait Idriss, en fait, l'objectif à A4, c'est aussi de trouver des moyens pour qu'on bouge sur les statuts et clairement... en fait, salarier des gens sur une scope agricole, par exemple, ça pourrait être des solutions pour faire rentrer des profils qui sont un peu différents. Enfin, il faut vraiment qu'on travaille aussi à diversifier les modes d'entrée dans le monde agricole et passer par des espaces tests, par exemple, pour ensuite avoir un portage via des ADR, via des structures d'accompagnement en installation agricole. C'est des choses qui sont en mouvement et qui sont possibles. Et c'est vrai qu'il y a des freins partout, il y a des freins invisibles et il y a des freins très 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 présents et qu'on n'a pas besoin de détailler, qui sont là devant nous et qui nous bloquent la route. Mais on essaie de trouver des chemins pour les contourner et c'est tout le travail qui a été fait aussi. Il y a un guide juridique qui a été construit par A4 et qui va voir le jour bientôt. Malheureusement, en fait, la loi Darmanin a fait qu'il a fallu un petit peu retravailler sur les textes. Mais du coup, voilà, pour rassurer aussi les gens qui accueillent sur leur ferme et leur dire que finalement les risques qu'ils prennent, ça en vaut la chandelle, quoi. Du coup, je vais lancer le round des questions, en fait, ce qui va permettre un peu qu'on approfondisse. Et du coup, comme j'ai le micro, je me pose la première question. Mariana, est-ce que tu peux un peu nous expliquer déjà comment toi, tu as intégré le collectif Sans Papier et puis les victoires que vous avez eues, comment ça se passe? Moi, je suis arrivé en France en 2002. J'avais déposé mes dossiers à la préfecture. Je n'ai pas eu de réponse. 2002. 2003, j'ai reposé. Je n'ai pas eu de réponse. Bon, en ce moment, j'ai participé à une réunion du collectif Bourse du Travail. J'ai posé la question, on me dit c'est une collective. J'ai dit d'accord. Comme ça n'est ainsi, en 2003, je me suis inscrit, comme j'avais l'ASP, et là où ils étaient, en premier lieu, c'était un endroit humide. Je ne pouvais pas rester. J'ai pris la fuite et je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi, j'ai laissé un an après 2004. Je suis retourné encore. Ça a trouvé que ils ont quitté Bourse du Travail, ils sont venus Saint-Plon, à Marcadet Poissonnier. On a fait l'occupation pendant 18 mois.
On a bloqué la sécurité sociale de l'État, 18 mois. On dormait là-bas, on préparait là-bas pendant 18 mois. La préfecture, maintenant, c'est comme ça que je me suis intégré. Depuis 2004, je me suis intégré, j'étais avec eux. On a eu une victoire là-bas. Nous, presque toutes nos victoires, c'est de blocage. Ce n'est pas avec la marche. J'ai fait tellement de marches que je ne peux même pas compter. Mais on n'a jamais eu de régularisation dedans. Pour nous, c'est bloqué. Il faut bloquer les entreprises de l'État, les endroits, tout ce qui est pour l'État. Quand on a bloqué là-bas 18 mois, après on nous a envoyé une lettre comme quoi on doit quitter le lieu. On les a dit, bon, on est d'accord, on n'est pas là pour rester, mais c'est donnant-donnant. Nous, ce qu'on demande, les papiers. Il n'y a pas de papiers, on ne bouge pas. On était obligé de négocier. On a négocié, on est sorti, mais on nous a donné 300 convocations pour qu'on puisse sortir. Et pourtant, on était 7000. Mais on a accepté parce qu'on ne voulait pas sortir aussi les mains vides. Comme on ne voulait pas sortir les mains vides, on a accepté, on est sorti, on a continué. Ces 300 personnes ont été régularisées, mais derrière ces 300 personnes, il y avait d'autres régularisations qui devaient se passer, mais c'était par étapes. Mais à chaque fois maintenant qu'on voit qu'on a déjà bloqué le bureau de secrétaire de Sarkozy, on l'a bloqué, on nous a donné 30 convocations. Jean-Louis Mélenchon, on l'a bloqué son bureau à Paris. On nous a donné, parce qu'à chaque fois, parce qu'on sait que la CSP, c'est une famille. Nous sommes une famille. Et plus on a plus de pouvoir, parce qu'on est réunis, quand on fait quelque chose, on discute tous ensemble. Maintenant, on a créé aussi un intercollectif avec tous les collectifs de Paris, avec toutes les associations. Il y a ATAP, il y a la Marche Solidarité, il y a la Solidarité CGT, il y a aussi Chronopost. Bon, on est plus nombreux. Même, je crois, demain, on doit manifester pour le 18 aussi, pour demander aussi, parce que c'est une question, voilà, parce que à l'ère, là où nous sommes maintenant, l'ère est très grave pour nous. Parce que la loi a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Mais nous, on ne sort jamais sans rien. On a toujours été victorieux. Même les manifs qu'on fait les vendredis, on est accompagné, on demande le manif. Quand on nous dit, on demande, on autorise, on est accompagné par la police de 14h30 à 19h. C'est signé. On nous accompagne. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, tous les immigrés ou les immigrantes, quand vous venez ici, en France, la première des choses, une fois que tu as 3 mois sur le territoire, il faut chercher à avoir l'aide médicale d'État. C'est la première étape. Quand tu as l'aide médicale d'État, tu as ça. Tu es assuré un peu. Parce qu'après, ça vient le reste. Parce qu'on a besoin de se soigner. Si tu n'as pas l'aide médicale, tu ne peux pas te soigner. Parce que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas y aller à l'hôpital. Sauf, bon, peut-être aller chez nos frères médecins du monde, voir, voilà. C'est eux qui peuvent nous sauver. À part ça, je ne vois pas d'autre chose. Quand tu parles de ça, maintenant, il faut chercher à s'intégrer dans une association. C'est dur. C'est long. Le parcours est très, très, très long. Ce n'est pas facile. Parce que c'est le courage qui donne. Après ça,
il te faut ouvrir un compte épargne à la poste pour être. Il faut aussi avoir le pass Navigo régulier, chargé tous les mois, parce que tous les contrôles de ces pays, ça passe d'abord par pass Navigo. Parce qu'une fois qu'on te demande le pass Navigo, tu montres, après on te dit, pièce d'identité, tu n'en as pas. Il y a un problème. Moi, depuis que je suis rentré ici en France, je n'ai jamais été contrôlé. C'est la première fois que ce pays ici, que j'ai été... Mais je comprends. Mais j'arrive... Parce que depuis que je suis arrivé, 3 jours, mais le contrôle, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais est-ce que moi, je pourrais au moins venir ici, rester une semaine ou 2 semaines, si c'est comme ça ici? Ce n'est pas la peine que je vienne ici. Parce que nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Et 3 fois par jour, contrôle. Parce que nous, les immigrés, on a peur. Parce que dès qu'il y a contrôle, dès qu'on dit contrôle, ça nous fait peur. On a le boule dans le ventre. Oui. Parce que ce contrôle-là, il y a tout dedans. Tu peux être sauvé comme tu ne peux pas être sauvé. C'est dur pour nous. Notre vie ici, c'est dur. C'est vrai, nous sommes des travailleurs, mais le contrôle là, c'est beaucoup pour nous. Tu n'as pas de papier. Chaque matin, quand tu sors, tu as le boule dans ton ventre. Parce que tu dis, je vais sortir. Est-ce que je vais retourner? Ça, c'est des questions. Maintenant que tu es parti aussi, même au travail, au sein du travail, il y a des contrôles. Nous, des fois, on nous appelle, les gens, on nous appelle, qui sont dans l'association, on nous appelle parce que nous, on a créé, on a des cartes de membres, on a ça, on a créé un WhatsApp, il y a tout le nom des adhérents là-dessus. Si tu as un problème, tu mets sur le site. Tout de suite, ça passe. On appelle, on a des avocats, ils vont venir. Soit les avocats vont venir. D'abord, c'est la préfecture. On appelle la préfecture, on demande, on a tel adhérent chez vous. On ne sait pas c'est quel commissariat, il ne sait pas exactement. On lui a juste donné le numéro, il nous a appelé. On va d'abord vérifier c'est quel commissariat. On envoie l'avocat, il va vérifier. Il va nous dire, ah, il est dans tel commissariat, mais on lui a dit, c'est contrôle de papier. Bon, on a dit, bah, il n'a pas de papier, il travaille, mais maintenant, où est le problème? Est-ce qu'il a volé? Il dit non. Est-ce qu'il a sauté derrière quelqu'un? Il dit non. Mais aujourd'hui, on a les tickets, demain, on n'en a pas. La vie, ce n'est pas facile. Bon, tout de suite, on envoie l'avocat, il va le faire sortir. Parce que c'est ça qu'on dit, à être dans une association, tu as plus de force qu'être seul. Parce que ça donne la force à tout le monde, ça donne le courage. Ne pas avoir honte que je suis un étranger ou bien je suis un sans-papier. Il ne faut pas avoir honte. Parce que les Français qui nous traitent des sans-papiers, des immigrés, et ils vont chez nous, on ne les traite pas des immigrés. On ne les traite pas des sans-papiers. On ne les traite pas comme ça. La seule chose que j'ai à vous dire, quand on sort, il ne faut pas avoir... Parce que la police, ce n'est pas écrit sur le front. Ce n'est pas écrit sur le front que tu es un sans-papier. Quand tu vois la police, respecte-toi d'abord. Respecte-toi. Avant de respecter ce policier-là, tu te respectes. Parce que c'est les yeux qui regardent. Tu as peur, tout de suite on te demande papier. Tu n'as pas peur, des fois ils vont dire, passe. Merci beaucoup. Excusez-moi, je voulais juste réagir par rapport à ce que tu viens de dire. Sur le fait qu'au niveau de Vintimille, sur le fait qu'au niveau de certaines frontières, c'est déjà la reconnaissance faciale qui prime.
c'est des gens qui ne se sont pas posé la question de savoir s'ils avaient peur ou pas, ou de savoir s'ils avaient la raison d'être, puisqu'ils sont nés en France, collégiens, lycéens, qui subissent des contrôles au faciès, parce qu'il y a les appareils de reconnaissance faciale, qui sont les mêmes choses que nous, on subit ici, et que beaucoup de militants subissent. Ce qui se passe, c'est que l'année dernière, suite à la mobilisation aux bassines, il y a eu des personnes qui se sont retrouvées au tribunal suite à reconnaissance faciale. Donc là, en fait, l'histoire du masque, c'est pour protéger tout le monde, aussi bien les personnes qui sont déjà frappées de condamnations judiciaires, qui n'ont pas forcément le droit d'être dans le département, aussi bien les personnes qui pourraient être dérangées par la présence de journalistes au niveau de leur image, que aussi au niveau des collègues qu'on peut avoir et qui subissent les pratiques de reconnaissance faciale. Merci. Je propose qu'on fasse passer le micro dans la salle pour quelques questions. Donc l'important, ça va être de bien parler dans le micro, de façon à ce que les interprètes puissent du coup bien entendre et bien traduire, et de parler lentement. Bonjour. Avant tout, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. Ce n'est pas vraiment une question que j'ai, c'est simplement donner de la visibilité aux îles Canaries et à l'État espagnol. J'habite actuellement aux îles Canaries et il faut savoir qu'il y a une opacité énorme par rapport à ce qui se passe là-bas. Les îles Canaries sont situées, une des îles à environ 100 km du Maroc. Et aujourd'hui, on estime que c'est le plus grand cimetière marin au monde. On estime que chaque heure et demie, une personne meurt dans l'océan. Ma première expérience a été pendant la pandémie, pendant le Covid, à la Croix-Rouge. Ça a été un petit traumatisme, sincèrement. C'était au moment où toutes les voies maritimes étaient fermées. Et il y a eu une crise de l'accueil. Et à la Croix-Rouge, à l'intérieur de cette grande ONG, j'ai aussi vu la réalité de la désorganisation, du chaos et de beaucoup d'autres choses dont je ne veux pas parler aujourd'hui. Beaucoup de personnes se mobilisent, beaucoup d'ONG, mais il manque de la visibilité. Quand on parle de travailleurs forcés, d'esclavage moderne, je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation du sud de l'Espagne, où également les exilés immigrés sont victimes de tout ça, dans des cultures, des monocultures aux pesticides. Et donc ça fait vraiment penser à ça. Autre chose que je voudrais dire, c'est que beaucoup d'ONG travaillent, ils font un travail extraordinaire pour régulariser les sans-papiers et pour les accueillir. Mais je pense que personnellement, maintenant, je me dirige plutôt avec des petits collectifs. Et surtout, il existe une extraordinaire initiative citoyenne qui essaye de régulariser depuis plus de 2 ans maintenant. Il y a une pétition qui a été signée par plus de 600 000 Espagnols qui s'appelle le mouvement Regularización Ya. Et depuis peu, Regularización Ya, Gran Canaria, essaye de donner un peu de visibilité sur la situation aux îles Canaries et en Espagne. J'aimerais aussi préciser qu'en Espagne, en 2024, il n'existe pas de loi anti-raciste, ce qui est dramatique vu la situation actuelle un peu partout en Europe, non? Et poco más. Ah si, et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que j'ai participé récemment, il y a à peu près un mois, à Gran Canaria, à une conférence, ou une petite réunion, on va dire, d'information, où plusieurs ONG, plusieurs associations et collectifs, Frontera Azul notamment, et No-Name Kitchen, Solidarity Reels, se sont associés pour faire une plainte au sujet de la répression aux frontières. Ça s'appelle Bureau Repression, justement. Et ça va jusqu'en Europe. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller escalader jusqu'au niveau de l'Union européenne pour dénoncer tout l'inhumanité. Comme on l'a dit pendant cette réunion, il s'agit au final d'un génocide, au même titre que le génocide en ce moment de la Palestine. C'est réellement un génocide. Aucun droit humain n'est respecté en Espagne et aux Canaries. Merci. Est-ce qu'il y a une question, une intervention? Ah, je ne te vois pas. J'arrive.
En fait, je pense qu'il faut que tu arrives. Oui, bonsoir. Quand tu as parlé tout à l'heure du Médoc, là, il y a des situations similaires qui se déroulent dans le nord du département des Deux-Sèvres, dans une filiale de la coopérative que certains connaissent, qui s'appelle Terrena, qui est basée en Loire-Atlantique et qui gère. Donc cette filiale s'appelle Galliance et elle a donc ce sont des abattoirs de volailles. Et pour éviter d'avoir des problèmes de maladies professionnelles, ils ont externalisé toutes les tâches qui génèrent ces maladies professionnelles, c'est-à-dire des TMS, enfin bref, je vous en passe, c'est des meilleurs, des épaules cassées. Et donc, ils sous-traitent toutes ces activités donc, qui consistent à faire de la découpe sur chaîne, à faire de l'accrochage de volailles vivantes. Ils ont mis en place, ils font appel à une société qui est basée à Cerizay, donc c'est proche de l'abattoir. Peut-être que certains connaissent parmi vous là. Et ce sont des gens qui font appel à des Maghrébins, donc qui viennent. Donc ce sont des Maghrébins eux-mêmes qui sont à la tête de cette filière. Ils ont créé 5 sociétés différentes de moins de 50 salariés pour éviter la représentation du personnel. Et donc, quand les gars ils sont usés au bout de 4-5 ans, à force de faire du travail quotidien, toujours le même répétitif, eh bien, on les balance, on en fait venir d'autres. Voilà, c'est ce qui se passe. Alors, je vous invite... alors, ça se passe aussi chez LDC, qui est le numéro 1 européen de la volaille. Je vous invite à boycotter, comme vous faites avec les vins de Bordeaux, à boycotter tous les poulets de louée, tous les produits Galliance qui font appel à cette main-d'œuvre-là, sans éthique, sans rien. Voilà, merci. Merci pour l'intervention. Oui, c'est exactement la même chose dans le Médoc. Les travailleurs saisonniers viticoles n'ont pas du tout accès à la médecine du travail, santé, sécurité au travail. Donc c'est exactement le même modèle. Ce que tu décris là, on le voit dans le Médoc. C'est bien que tu aies parlé des ONG, parce qu'en effet, on a fait venir Médecins du Monde, mais il y a aussi sur le village le stand de la CIMAD, qui se bat aussi pour la régularisation. Mais aussi, on parle beaucoup des associations, des ONG, mais il y a, et tu l'as dit Mariana, entre deux lignes, il y a une des moyens de régularisation, c'est passer par le travail. Et donc, il y a aussi les syndicats qui se battent dessus. Et donc, il y a le stand de la CGT qui est là, mais aussi le stand de Solidaire, qui soutiennent tous ces mouvements et qui aident justement à prouver que les personnes travaillent, donc elles doivent avoir un contrat, donc elles doivent être régularisées. Ça, c'est important, mais c'est vrai que celle qu'on oublie toujours, et c'est pour ça que Mariana, on t'a fait venir, c'est vraiment les associations de personnes concernées, en fait. Parce qu'on a toujours un peu cette tendance, en France et ailleurs, à monter des associations pour aider les autres, mais pas forcément à se dire, mais qu'est-ce qu'ont besoin les personnes ? Elles n'ont pas pu venir aujourd'hui parce que justement, elles sont en situation irrégulière et qu'avec tous les contrôles, c'était forcément un placement en centre de rétention. Parce que quand on est en situation régulière, qu'on est contrôlé par la police, eh bien, très souvent, ça finit par un placement en centre de rétention. Donc ça veut dire un placement en prison parce qu'on n'a pas les bons papiers. Pas parce qu'on a commis un crime ou un délit, mais parce qu'on n'a pas les bons papiers. Et pour information, un des plus gros centres de rétention va être construit à Bordeaux avec 140 places. Donc c'est aussi, voilà, il y en a à Nantes, il y en a à Toulouse. Du coup, ils ne sont pas venus là, mais j'aimerais poser la question à Jean-Luc s'il peut nous parler un peu de l'association d'Amal. Ça sort un peu de l'agriculture, mais ça reste dans notre sujet. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le programme Travailleurs précarisés va aussi sur le sujet des livreurs de repas des plateformes ubérisées dans la métropole de Bordeaux. Et l'association Amal, c'est une association de livreurs qui s'est créée il y a un peu plus d'1 an et qui est dans la gouvernance d'un lieu qui s'appelle la Maison des livreurs, qui a ouvert il y a aussi un peu plus d'1 an, qui est un lieu de regroupement des livreurs de la métropole. Donc c'est un lieu de repos,
mais c'est un lieu aussi, il se passe beaucoup de choses, et c'est un lieu où les revendications des livreurs à vélo ont pu se structurer et ont pu être mises à jour et portées par l'association AMAL, accompagnées par les associations partenaires, dont Médecins du Monde, qui interviennent dans ce lieu, la Maison des Livreurs. Et je pense que pour nous, à Médecins du Monde, je pense qu'A4 dit la même chose, c'est essentiel que le combat se fasse avec les personnes concernées, et les associations sont plutôt des alliés, et on accompagne les luttes qui sont portées par ces associations communautaires. C'est exactement le cas dans la Maison des Livreurs à Bordeaux. On souhaiterait faire la même chose dans le Médoc. Alors c'est plus compliqué parce que le territoire est plus large. Les populations de travailleurs sont hétérogènes et très éloignées, et donc on y travaille. On espère pouvoir faire ouvrir un lieu dans le Médoc comparable à la Maison des Livreurs, qui est un lieu ressource, avec des consultations santé, des consultations juridiques, des ateliers vélo, des codes de la route, enfin, tout ce qu'on peut trouver pour aider le quotidien des livreurs. Et donc on est vraiment là-dedans, Médecins du Monde, et complètement d'accord avec A4, qu'on est à égalité tous et qu'on combat ensemble. Du coup, réfléchissez à 2 fois quand vous commandez auprès d'Uber Eats et Deliveroo, et surtout aux conditions de travail des personnes, quoi. Oui, je n'ai pas précisé, il y a beaucoup de livreurs qui sont des travailleurs sans papier. Donc la question aussi de la régularisation vraiment est au centre de la préoccupation des livreurs. Donc on rejoint aussi les collectifs de sans-papiers de Mariam, complètement. Est-ce que quelqu'un a une autre question, une intervention ? Je pense que c'est pareil, il faut que tu avances vers nous, parce que le fil semble court. Bonsoir et merci. C'est une question pour A4. Je me demandais comment ça s'était structuré. Je crois que tu as parlé de 5 collectifs, du coup. Comment ça s'était structuré à partir du premier et comment ça a essaimé. Merci. En fait, c'était commencé par des voyages enquêtes, parce que les débuts pour nous, c'était un peu compliqué. Du coup, on cherche de savoir, en fait, est-ce qu'il y avait un collectif ou des associations qui sont là, en fait, que pour les personnes sans papier. Quand on allait voir même, il y a Woofing France, qu'on allait le voir pour savoir c'est quoi les situations de sans-papier chez vous. On dit, mais en fait, non, c'est pas possible. Le sans-papier ne peut pas faire un woofing. Pour faire woofing, il faut qu'il déclare. Donc, s'il n'a pas de papier, ça va être woofing ou black. On allait voir un autre organisme qui s'appelle GRS, qui fait un peu pareil que woofing, mais c'est qu'il accompagne les personnes qui ont en demande d'asile. Et du coup, la personne n'est pas en demande d'asile et ne l'accompagne pas. Du coup, aussi, c'est un truc, en fait, sans papier, on n'a pas trouvé du tout. On a essayé de faire des voyages enquêtes. On a dit, en fait, c'est des voyages enquêtes qu'on va le faire. À partir de là, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire pour avoir réalisé nos projets. Du coup, le voyage enquête qu'elle a fait, qu'elle a intéressé plein de gens. Et à partir de là, il y a certains voyages enquête quand on passe, il y a des gens qui sont intéressés de ah oui, en fait, nous, ça nous parle, on a envie de créer une antenne ici, qu'est-ce qu'on pourra faire? Est-ce que vous pouvez nous aider à faire? Donc, c'est comme ça qu'il y avait à Lannion. C'était la suite de l'île France, directement à Lannion. Et après, on a fait un voyage enquête aussi à Grenoble, directement sur place. Il y a un groupe qui l'a constitué là-bas. Du coup, ils ont créé leur antenne à Grenoble. Et à Saint-Afrique, on a aussi un membre de A4 qui est là-bas. On a fait un voyage enquête là-bas. Du coup, directement, ça fait un groupe local. Et celle d'Angers, je vais laisser... Angers, il n'y a pas eu encore de voyage enquête, donc on l'attend avec impatience. Le groupe il s'est plutôt créé sur une dynamique de paysans et paysannes qui se sentaient concernés par cette histoire et qui, tout d'un coup, par un joyeux rebondissement et des rencontres de gens qui avaient déjà des liens, en fait, se sont entendus A4,
et du coup se sont regroupés. Donc on va prochainement avoir un voyage enquête, donc c'est un temps qu'on se donne collectivement pour explorer un territoire, voir quel lien on peut faire entre les paysans, paysannes, les artisans. On en a peu parlé, mais il y a aussi ces questions-là au sein d'ACAT, donc comment on le comprend mieux en enquêtant sur place et en créant du lien. Et du coup, je vais peut-être, je ne sais pas si je conclue là-dessus, mais je voudrais vous donner un exemple de ce que ça produit à Saint-Afrique, du coup, en Aveyron. Il y a Aboubacar qui a été accueilli chez Sylvain, donc c'est une ferme en élevage. Et du coup, c'est sur un temps long. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'Aboubacar travaille chez Sylvain. Et ce qui se profile là, on ne sait pas si c'est ce qui va se produire, mais en tout cas, c'est ce qui se trame et les envies. C'est qu'Aboubacar s'installe et voir Sylvain, il a presque envie de devenir salarié, et que les rôles s'échangent et de déléguer plein de tâches et de laisser la place. Et voilà, on espère que ça peut, pas forcément sous ce mode-là, mais en tout cas que des liens comme ça profonds puissent se multiplier à plein d'endroits et qu'il y ait des associations et qu'il y ait des transmissions. Et voilà, et ça serait hyper chouette en fait que non seulement il y ait des connexions qui se fassent comme ça par de l'interconnaissance, mais aussi qu'on ait des lieux. On a peu parlé de ce que ça produit à Lannion. C'est vrai que c'est le fait qu'il y ait un lieu, ça a beaucoup dynamisé le groupe. À Grenoble, il y a possiblement un don d'une ferme à A4, et du coup, il y a une grosse dynamique qui est liée à cet enthousiasme collectif. Et en Anjou, moi je porte un projet d'espace test sur ma ferme avec l'idée de mettre à disposition le terrain et le matériel, le labo transfo, etc. Et donc on voit que ces dynamiques-là de trouver des lieux, et on espère qu'il pourrait y avoir des lieux d'accueil qui parsèment le territoire. Il y a une carte qui est en construction pour mettre les gens en lien et savoir où il y a des territoires amis. Donc voilà, il y a tout à construire et rejoignez-nous. Du coup, ça veut dire qu'il va peut-être falloir se mettre en lien avec la ferme ici, puisqu'ici c'est la ferme, vous savez qu'on est accueilli par la mairie de Mel, et le maire Sylvain Griffot qui a quand même fait un sacré pari de nous accueillir, hein, qui s'est mis à dos, je pense, la préfecture pour la vie. Donc peut-être que pour les prochains événements, justement, on pourra dire que vous êtes là. Voilà. On va conclure, mais en fait, ce qu'on se rend compte, quand on compare un peu les luttes, c'est qu'on se batte contre les méga-bassines et ce système d'accaparement de l'eau, ou qu'on se batte pour un meilleur accueil, on revient toujours à une histoire de profit, à une histoire de gens qui accaparent les ressources des autres et qui ne considèrent pas l'humain comme humain. Et du coup, on se rebat encore une fois contre le capitalisme, qu'on soit du côté des exilés ou du côté de l'environnement. En fait, c'est un peu les mêmes combats, on porte les mêmes valeurs, et c'était pour ça que c'était important que vous soyez là aussi pour parler de ça. J'en profite quand même pour remercier le chapiteau et la régie du chapiteau qui nous accueillent, et les interprètes bénévoles. Et puis tous les gens qui ont bien voulu prendre le risque de venir avec du matériel ici, donc le chapiteau, le matériel d'interprétariat et tout ça, parce que c'était quand même aussi prendre un risque, et donc je les remercie. Et du coup, je crois qu'ils viennent d'arriver, de ce que j'ai compris, le convoi de Bordeaux. Ils ont voulu finir à vélo pour pas donner cette bataille aux gens qui les ont agressés hier soir de nuit et de manière très lâche. Donc je pense qu'on va pouvoir les rejoindre et aller les accueillir. Et je vous souhaite une bonne continuité de la soirée.